I'm standing here in this exquisite chapel of St. George at Windsor Castle. La révélation ne m'est pas parvenue comme une rumeur, mais comme une vérité brutale qui a anéanti toutes mes certitudes en un instant. Dans les premières secondes, j'ai eu l'impression que le temps lui-même s'était suspendu, un bref silence, où tout ce que je croyais savoir sur ma famille, mes origines et la vérité est devenu soudainement flou. J'ai immédiatement compris que cela ne resterait pas une affaire privée. La question qui s'est posée était aussi simple que dévastatrice. Qu'advient-il d'une vie lorsqu'une vérité biologique se heurte à une réalité vécue? Cette question crue et inéluctable a été le point de départ d'une réaction en chaîne qui a bouleversé mes jours, mes nuits et ma conception de la responsabilité. J'ai tenté de trouver du réconfort dans la routine, mais elle s'est révélée illusoire. Chaque message, chaque notification était un fardeau supplémentaire. Les informations qui parvenaient étaient soigneusement formulées juridiquement, irréprochables et pourtant émotionnellement explosives. Il ne s'agissait pas seulement d'un enfant et de son père, mais de légitimité de systèmes qui reposent sur des présomptions de lien du sang et de continuité. Mes pensées oscillaient entre deux extrêmes, l'instinct de protection et le devoir de reconnaître. Quelle place reste-t-il pour la nuance lorsque les règles sont tranchées et qui en paie le prix lorsque ces règles se révèlent inexorables? Dès les premières heures, le pouvoir du cadrage est devenu évident. Le choix des mots, l'ordre de présentation des faits et le moment de la publication ont donné à l'histoire une dimension qui dépassait celle des personnes impliquées. J'ai ressenti la pression des interprétations qui se sont rapidement imposées. Pour certains, il s'agissait d'une question constitutionnelle, pour d'autres d'une condamnation morale, pour d'autres encore d'une tragédie humaine. Je me suis retrouvé prise entre deux feux, cherchant les mots justes pour rendre justice à toutes les nuances sans les simplifier à l'extrême. Cela s'est avéré plus difficile que je ne l'avais imaginé, car toute tentative d'interprétation était immédiatement perçue comme une prise de position. Ce qui m'a le plus frappé, c'est la rapidité avec laquelle le concept de paternité s'est réduit à la seule génétique. Deux définitions s'affrontaient dans mon esprit, la biologique et la sociale. La première peut être mesurée, vérifiée et consignée. La seconde se construit au fil des nuits blanches, des rituels et des responsabilités. J'éprouvais une résistance face à l'idée que l'une ou l'autre puisse être déterminante. Parallèlement, je comprenais que certains systèmes, notamment constitutionnels, ne laissent aucune place aux interprétations émotionnelles. Ils exigent des certitudes, non des récits. Cette tension est devenue le cœur du conflit qui se développait. En tentant de démêler les faits, une autre évidence m'a frappé: la transparence a un prix. On vante souvent l'ouverture comme une vertu, mais imposée brutalement et sans préparation, elle peut être dévastatrice. Je me suis demandé s'il n'y avait pas eu un moment où une autre voie aurait été possible. Une divulgation progressive aurait-elle pu atténuer les dégâts, ou chaque issue était-elle inévitablement douloureuse? Ces questions persistaient sans réponse facile. La réaction du public a renforcé ce sentiment d'inévitabilité. En quelques minutes, le personnel est devenu public, l'intime, sujet de débat. Analyses, opinions et indignations se sont mêlées les unes aux autres. J'ai constaté comment l'empathie et le sensationnalisme se disputaient de l'espace. Là où certains cherchaient à exprimer leur compassion, d'autres cherchaient des coupables. Ce mécanisme, le désir de désigner clairement des vainqueurs et des vaincus, m'a mis mal à l'aise, car les crises humaines sont rarement aussi simples. Généralement, elles sont complexes, pleines de contradictions et de zones d'ombre. Dans le même temps, je ressentais une obligation intérieure de ne pas détourner le regard. La gravité de la révélation exigeait la réflexion, non la fuite. J'ai pensé au rôle des institutions qui promettent de la stabilité, mais qui parfois entrent en conflit avec les vies individuelles. J'ai pensé aux enfants qui deviennent le centre de discussion qu'ils ne maîtrisent pas. Et j'ai pensé à la vérité une fois dite qui ne peut plus être effacée. Que reste-t-il quand la poussière est retombée, qui ramasse les morceaux? Dans cette première phase, il est également devenu évident que le temps ne serait pas un allié. Chaque heure apportait son lot de nouvelles interprétations, de nouvelles implications juridiques, de nouvelles revendications morales. La pression de réagir, de donner un sens à tout cela était immense. Pourtant, j'ai choisi de ralentir, d'écouter et de peser le pour et le contre. Non par hésitation, mais par respect pour la complexité. Car les conclusions hâtives rendent rarement justice aux profondes ruptures. Et précisément là, au point de rencontre entre la vie et le système, la prudence n'est pas une faiblesse mais une nécessité. J'ai compris que cette histoire ne se résumait pas à une simple révélation, mais qu'elle interrogeait la façon dont les sociétés gèrent la vérité lorsqu'elle est dérangeante. Elle abordait la question de savoir si les règles sont au service du peuple ou si le peuple est au service des règles. Elle traitait des limites de la vie privée dans un monde qui exige la transparence. Et surtout, elle interrogeait la capacité humaine à trouver un sens à la vie lorsque les certitudes s'effondrent. La paternité peut-elle perdurer malgré les contradictions génétiques?
La confiance peut-elle être restaurée lorsque ses fondements ont été ébranlés? Ces questions marquèrent le début d'un long cheminement. Un cheminement à travers les lois et les archives, les faits médicaux et les dilemmes moraux, les tribunes publiques et les chambres silencieuses. Je savais déjà alors que la réponse ne serait pas facile. Mais je savais aussi que détourner le regard était impossible. Car lorsque la vérité se présente aussi douloureuse soit-elle, elle exige toute notre attention. Et l'attention, j'ai appris, est le premier pas vers la compréhension, aussi imparfaite soit-elle au départ. Une fois le choc initial passé, il devint évident que cette histoire n'était pas qu'une simple affaire privée. Je me retrouvais soudain plongé au cœur d'un domaine où l'émotion se heurtait à la loi, où les relations humaines semblaient subordonnées à des règles établies depuis des siècles. Ce qui me frappa le plus, c'était la rapidité avec laquelle la souffrance personnelle était réduite à des définitions juridiques, comme si les sentiments pouvaient être enchâssés dans des articles et des clauses, et comme si l'identité ne pouvait être déterminée que par les liens du sang. J'ai alors commencé à examiner le cadre constitutionnel qui s'est avéré crucial. Le droit successoral britannique est rigide. Il repose sur la jurisprudence, les craintes historiques d'instabilité et un impératif de clarté. Dans ce système, la filiation biologique n'est pas un détail, mais le fondement même. J'ai réalisé qu'au sein d'une telle structure, il y a peu de place pour les interprétations modernes de la famille et de la parentalité. Alors que la société se diversifie de plus en plus en termes de structure familiale, le droit sur ce point demeure remarquablement rigide. Ce contraste me semblait paradoxal. Ce qui m'a frappé, c'est le soin apporté par les autorités judiciaires. Chaque mot des déclarations officielles semblait peser au grand jour, non par froideur mais par précaution, car une simple formulation imprécise peut avoir des conséquences qui dépassent le cadre de la famille concernée. Je comprenais que cette prudence soit nécessaire, mais je me demandais à quel prix. Qui protège l'humanité quand la loi se protège elle-même et quel lien existe-t-il entre cette protection et la compassion? Dans mon analyse, j'ai constaté que le palais devait trouver un juste équilibre entre transparence et devoir. D'une part, il y a l'exigence d'ouverture propre à une société démocratique. D'autre part, il y a la responsabilité de garantir la stabilité constitutionnelle. J'ai remarqué avec quelle facilité les observateurs extérieurs portent des jugements sans saisir la complexité de cet équilibre. Il est tentant de parler d'institutions rigides, mais plus difficile de formuler des alternatives qui prennent en compte tous les intérêts. Le rôle des experts juridiques s'est rapidement imposé dans le débat public. Leurs analyses ont certes apporté de la clarté, mais aussi une certaine distance. En s'exprimant en termes de pouvoir de juridiction et de jurisprudence, le discours s'est dénué d'émotion. Si cela a rassuré certains, j'ai parfois ressenti une forme de déshumanisation. Je me suis alors demandé si la justice devait nécessairement rester abstraite pour être efficace ou s'il était possible d'adopter une approche plus humaine sans pour autant compromettre la sécurité juridique. Parallèlement, je ne pouvais nier l'importance des enjeux. Le droit successoral touche à la légitimité d'une institution qui symbolise la continuité. Tout doute quant à cette légitimité peut avoir des conséquences politiques et sociales. J'ai alors commencé à comprendre pourquoi la loi est si inflexible en la matière. La stabilité n'est pas un luxe, mais un fondement. Pourtant, une question demeurait: la stabilité peut-elle exister sans justice telle que les gens l'aperçoivent? Ou bien la justice dans ce domaine est-elle par définition impersonnelle? J'ai également constaté la rapidité avec laquelle le débat s'est polarisé. Certains considéraient l'action en justice comme nécessaire et inévitable, d'autres comme froide et inhumaine. Les deux camps semblaient à peine capables de s'écouter. Dans ce brouhaha, j'ai tenté de trouver une position qui rende justice aux faits et aux sentiments. Cela s'est avéré difficile car la nuance est souvent moins prise en compte que la fermeté. Or, la nuance est précisément essentielle ici car la vérité ne peut se résumer à une seule dimension. Ce qui m'a marqué, c'est la prise de conscience que les lois ne surgissent pas de nulle part. Elles sont façonnées par l'histoire, les crises, les tentatives de prévenir le chaos. Cela les rend compréhensibles mais non inviolables. Je me suis demandé si cette situation pouvait justifier une révision ou si la tradition primait sur l'actualité. Et si une révision devait avoir lieu qui en déterminerait l'orientation, la politique, l'opinion publique ou les personnes concernées elles-mêmes? À ce stade de l'histoire, j'ai ressenti un fossé grandissant entre l'individu et l'institution. Le système semblait obéir à sa propre logique sans se soucier des conséquences humaines. Pourtant, j'ai aussi constaté des tentatives pour le combler: discussions internes, consultations, recherches de formulations précises. Cela laissait entrevoir que l'empathie n'avait pas complètement disparu mais qu'elle était prisonnière de procédures lentes et impersonnelles. Finalement, cette confrontation avec la loi et les liens du sang m'a mené à une conclusion troublante. Il arrive parfois qu'aucune issue ne paraisse juste, et pourtant un choix s'impose. La loi exige la clarté, la vie la compréhension. Lorsque les deux s'entrechoquent, une tension naît qui affecte tout le monde.
La question qui me taraudait était simple mais difficile jusqu'où? Un système peut-il aller dans sa quête de vérité sans perdre son humanité? Plus j'approfondissais les faits, plus il devenait évident que ce qui se déroulait n'était que l'aboutissement d'un long processus mené en catimini. En coulisses, une enquête s'était déroulée à partir de signaux apparemment anodins. Des contrôles administratifs, des vérifications de routine et de légères incohérences ont constitué les premières failles. J'ai alors compris combien de crises majeures commencent souvent par des détails initialement négligés. Ce sont ces détails qui, lorsqu'on les prend au sérieux, déclenchent une série de questions devenues incontrôlables. J'ai tenté d'imaginer comment une telle enquête se déroule au sein d'une institution habituée à la discrétion. Pas de précipitation, pas de pression publique, mais une démarche méthodique et rigoureuse sur le plan juridique. Chaque document est examiné, chaque source pesée. Dans ce silence naît une tension invisible de l'extérieur. J'éprouvais du respect pour cette précision, mais aussi un certain malaise. Plus longtemps une chose reste cachée, plus le choc est grand lorsqu'elle éclate. Le silence est-il une protection ou un moyen de repousser la douleur? Les signaux administratifs qui ont déclenché l'enquête n'étaient pas en soi alarmants. Il s'agissait d'incohérences dans la documentation de questions généralement résolues rapidement. Mais, ici, les réponses étaient soit absentes, soit incomplètes. J'ai alors pris conscience de l'importance de la cohérence dans les systèmes qui reposent sur la confiance. Une incohérence isolée peut s'expliquer, mais des incohérences multiples révèlent une tendance. Et les tendances exigent des explications. À mesure que l'enquête s'étendait, sa nature évoluait. Elle ne portait plus sur des documents, mais sur des personnes, leurs choix et leurs motivations. Des pouvoirs légaux furent utilisés pour recueillir des informations relevant normalement de la sphère privée. Ce moment marqua une limite morale. Quand est-il justifié de fouiller aussi profondément dans la vie des individus? Je me suis longtemps interrogé sur cette question car chaque réponse implique à la fois protection et intrusion. L'objectif, la clarification des faits constitutionnels, se heurtait aux moyens employés, l'ingérence dans la sphère privée. J'ai pris conscience de la complexité croissante des preuves. Dans l'imaginaire collectif, une preuve est souvent perçue comme une entité unique, vraie ou fausse. En réalité, une preuve est une mosaïque de données, de contexte et d'interprétation. Chaque information prend sens grâce à sa cohérence. Ce processus est donc long, mais aussi indispensable. Des conclusions hâtives peuvent causer des dommages irréparables, surtout lorsqu'elles ont des conséquences juridiques. L'entrée en jeu des données médicales et génétiques a marqué un tournant. L'abstraction des dossiers a alors cédé la place aux faits biologiques. J'éprouvais une certaine appréhension à l'idée que des analyses génétiques puissent décider de vie. Parallèlement, je comprenais que cette objectivité était précisément nécessaire pour dissiper les doutes. Dans un monde où règnent les spéculations, la science offre une stabilité. Mais la science n'est pas neutre. Ses conséquences touchent les individus au plus profond d'eux-mêmes. Ce qui m'a particulièrement frappé, c'est le soin apporté à dissiper tout doute. Vérifications multiples, analyses indépendantes, procédures rigoureuses, cela semblait presque excessif. Jusqu'à ce que je comprenne que précisément cet excès de certitude était nécessaire pour réfuter toute contestation possible. Dans ce domaine, le « probablement » ne suffit pas. Seule la preuve, hors de tout doute raisonnable, est acceptable. Cette norme est stricte, mais compréhensible compte tenu des enjeux. Dans le même temps, je prenais de plus en plus conscience de l'impact psychologique d'une telle enquête sur les personnes concernées, même lorsqu'elles n'en ont absolument pas conscience. L'idée que des questions soient posées dans votre dos sur un sujet aussi fondamental que la parentalité est troublante. Je me suis demandé si l'ignorance était ici une forme de protection ou une trahison. Les informer au préalable aurait-il atténué leur souffrance ou cela n'aurait-il fait qu'engendrer de la résistance et des complications supplémentaires? Il n'y a pas de réponse claire, mais la question demeure pertinente. En reconstituant le processus de recherche, j'ai également constaté l'accumulation des décisions. Aucune étape n'était isolée. Chaque choix en impliquait un autre. Une fois une direction prise, il était difficile de revenir en arrière. Ce mécanisme, l'irréversibilité des procédures, m'a fait prendre conscience de la responsabilité qui incombe à ceux qui initient de tels processus. Une seule erreur de calcul peut déclencher une réaction en chaîne. Ce qui m'a le plus marqué, c'est la tension entre secret et responsabilité. La recherche devait rester discrète pour être efficace, mais cette discrétion a aussi créé un fossé entre la réalité des personnes impliquées et la réalité vécue. Lorsque les résultats ont enfin été publiés, ce fut un soulagement après des mois d'angoisse. Mais ce soulagement avait un prix, le passage brutal du silence à la tempête médiatique. À ce stade, j'ai commencé à comprendre que l'enquête ne visait pas seulement à établir les faits, mais aussi à protéger un système du doute. La question de savoir si ce système protégeait également les personnes prises au piège restait ouverte. C'est peut-être là le nœud du problème, la quête de la vérité au sein de structures qui engendrent à la fois certitude et distance. Et la question qui continuait de me hanter,
était simple mais profonde. Jusqu'où une institution doit-elle aller pour se protéger et à quel moment cette protection devient-elle un fardeau pour ceux qu'elle est censée servir? Lorsque le débat est passé des dossiers aux réalités médicales, ma réflexion a pris un autre tournant. Il ne s'agissait plus d'un débat juridique abstrait, mais d'une confrontation avec les choix que font les gens sous la pression. La fertilité est rarement un sujet de conversation ouvert, et lorsqu'il l'est, il est souvent empreint de honte, d'espoir et de peur. J'ai commencé à comprendre comment la vulnérabilité médicale peut engendrer des zones grises morales, non pas par mauvaise intention, mais par désir désespéré de trouver une solution. J'ai réfléchi à la façon dont la médecine moderne offre des possibilités insoupçonnées pour les générations précédentes. La fécondation in vitro, le don d'ovocytes et le dépistage génétique ouvrent des perspectives mais soulèvent aussi de nouvelles questions. Qui est parent ? Qui porte la responsabilité et qui décide de ce qui est partagé ou non? Dans ce contexte, la transparence n'est pas une évidence. L'information est souvent filtrée pour préserver les relations. Mais cette protection peut se transformer en tromperie lorsque des faits essentiels sont dissimulés. L'idée que des choix effectués dans un contexte médical puissent avoir des conséquences juridiques et constitutionnelles ultérieures était troublante. Les décisions prises en consultation, souvent sous la pression de l'émotion, semblaient soudain avoir des répercussions publiques. Je me suis demandé si les personnes qui font de tels choix sont conscientes de ces potentielles réactions en chaîne. Et si ce n'est pas le cas, à qui incombe la responsabilité de les sensibiliser? Aux médecins, à l'institution ou aux personnes concernées elles-mêmes? Dans mon analyse, j'ai compris comment naissent les secrets. Ils commencent rarement par des complots malveillants. Le plus souvent, ce sont de petits silences, des omissions justifiées par leur caractère temporaire. On te le dira plus tard ou ce détail n'a pas d'importance. Mais les détails comptent surtout lorsqu'ils touchent à l'identité. Ce qui m'a frappé, c'est comment une tentative d'éviter la souffrance peut, au final, engendrer une souffrance encore plus grande. L'effet paradoxal du secret est qu'il ne fait qu'intensifier le moment de la confrontation. J'étais confronté à une tension morale entre autonomie et honnêteté. Chacun a droit au respect de sa vie privée médicale. Parallèlement, une relation, surtout lorsqu'elle est publique et institutionnalisée, exige une transparence sur des sujets qui touchent profondément l'autre personne. Où fixer la limite? Est-il justifié de taire des informations pour épargner à quelqu'un la souffrance, ou cela le prive-t-il de son droit à un choix éclairé? Ces questions étaient complexes, mais elles constituaient le cœur du dilemme moral. J'étais également préoccupé par le rôle des institutions. Les cliniques de fertilité fonctionnent selon des protocoles stricts, mais ce sont aussi des entités commerciales. Leur priorité est le taux de réussite et la satisfaction des patientes. Dans ce contexte, une certaine flexibilité procédurale peut apparaître. Je me demandais dans quelle mesure les systèmes qui garantissent la confidentialité sont également responsables des conséquences de leurs actions. Une signature manquante ou une procédure accélérée peuvent paraître mineures, mais les conséquences peuvent être considérables. La discussion sur le choix du donneur a révélé une autre dimension, le choix conscient de la ressemblance. La recherche de la similarité physique est compréhensible, mais elle met aussi en lumière la construction de l'identité. L'idée que l'apparence puisse suggérer une continuité même en l'absence de lien génétique m'a confronté au pouvoir du symbolisme. Les symboles peuvent rassurer, mais aussi induire en erreur. Et lorsque le symbolisme se heurte aux faits, la vérité finit toujours par triompher même si elle arrive tardivement. Durant cette période, j'ai commencé à percevoir plus clairement la fragilité de la confiance. Celle-ci repose non seulement sur l'amour, mais aussi sur un savoir partagé. Lorsque ce savoir est asymétrique, un déséquilibre de pouvoir s'installe. Celui qui en sait le plus contrôle le récit. Cette prise de conscience m'a perturbé car elle suggérait que les bonnes intentions ne suffisent pas à garantir la justice. L'intention et les faits peuvent être très différents. J'ai aussi constaté avec quelle facilité les personnes extérieures jugent. Il est facile de dire après coup ce qu'on aurait dû faire, mais sur le moment la réalité est complexe. La peur, l'espoir et la pression du temps brouillent le jugement. Cette prise de conscience a tempéré ma tendance à condamner sans pour autant minimiser la gravité des conséquences. On peut éprouver de l'empathie tout en restant critique. Finalement, cette section m'a permis de tirer une conclusion essentielle. Les choix médicaux ne sont jamais purement techniques. Ils sont intimement liés à l'identité, aux relations et aux aspirations futures. Lorsque ces choix restent secrets, ils portent en eux les germes de crises ultérieures. La question qui me hantait sans cesse était inévitable. L'amour peut-il survivre lorsque des vérités fondamentales sont dissimulées, même si cette dissimulation visait autrefois à protéger? La vérité avait un prix, et ce prix ne s'est pas payé en loi ou en déclaration, mais en vies humaines. Ce n'est que lorsque les conséquences sont devenues visibles que j'ai vraiment compris la profondeur de la blessure. Les répercussions psychologiques n'ont pas été linéaires, mais erratiques.
Des moments de lucidité alternaient avec le déni, la colère et une confusion presque paralysante. J'ai vu comment l'identité peut vaciller lorsqu'un récit fondamental, qui suis-je en tant que parent, est soudainement remis en question. C'est une chose de connaître un fait, c'en est une autre de le supporter. Ce qui m'a le plus frappé, c'est le conflit entre deux vérités, toutes deux authentiques. D'un côté, la réalité biologique inébranlable et mesurable, de l'autre, la paternité vécue fondée sur l'attention, la proximité et la responsabilité. J'ai constaté combien il est difficile de concilier ces deux réalités sans que quelque chose ne se brise. Les mots sont impuissants lorsque les sentiments ne trouvent pas leur place dans les catégories juridiques. Et pourtant, on est contraint de faire précisément cela, réduire son expérience à des définitions qui ne lui rendent pas justice. L'espace public n'a pas apaisé les tensions. Au contraire, le flot incessant d'opinions a exacerbé la pression. L'empathie côtoyait la condamnation parfois au sein d'une même phrase. Je me suis demandé si en tant que société nous accordons suffisamment d'espace au deuil lorsque celui-ci ne rentre pas dans nos schémas de pensée habituels. Le deuil d'une certitude perdue, d'un avenir imaginé autrement, d'une image de soi qui s'effrite. Y a-t-il encore une place pour un tel deuil dans un monde qui passe si vite au jugement suivant ? En y réfléchissant, j'ai constaté que le traumatisme ne se manifeste pas toujours de façon ostentatoire. Parfois, il s'insinue sournoisement par la répétition, une même pensée qui revient sans cesse, une même question qui reste sans réponse. La frontière entre obligation biologique et attachement émotionnel est devenue une source de tension constante. J'ai compris que dans ce cas, guérir ne signifie pas revenir à la situation antérieure, mais apprendre à vivre avec une rupture permanente. Cela exige du temps, du soutien et un environnement apaisant. La relation entre vérité et guérison s'est révélée complexe. La vérité peut libérer, mais aussi blesser. Sans contexte ni bienveillance, elle devient une arme. Je me suis demandé si le moment et la forme de la révélation étaient aussi importants que son contenu. Une approche différente aurait-elle permis un temps d'assimilation, ou le choc est-il inévitable lorsque des convictions fondamentales sont remises en question ? Ces questions sont restées sans réponse car elles touchent à une vulnérabilité humaine pour laquelle il n'existe aucun protocole. L'enfant était également au cœur de mes réflexions. Comment grandir dans l'ombre d'un débat public sur ses origines ? J'ai compris que les enfants sont souvent les porteurs silencieux des décisions prises par les adultes. Leur identité se forge en partie à travers les récits que les autres racontent à leur sujet. Cette prise de conscience a engendré une responsabilité. Les mots ont un impact, surtout lorsqu'ils résonnent en chacun de nous. Je me suis demandé comment construire un récit qui protège sans falsifier. Cette phase a également révélé la pression exercée sur les réseaux de soutien. Amis, famille et professionnels sont confrontés à des limites. Que peuvent-ils dire, que ne doivent-ils pas dire ? J'ai constaté combien la loyauté et l'honnêteté peuvent parfois s'opposer. La tendance à apaiser peut être contre-productive lorsque les sentiments ont besoin d'être reconnus. Parallèlement, une confrontation trop directe peut être accablante. Trouver le juste équilibre est difficile mais essentiel. La sympathie du public a joué un rôle ambivalent. D'un côté, elle offrait du réconfort, de l'autre, elle renforçait le sentiment d'exposition. Observer constamment de l'extérieur peut sembler apaisant, mais aussi aliénant. Je me suis demandé comment on peut se redécouvrir quand son histoire est sans cesse racontée par d'autres. Qui alors détient encore le pouvoir de donner un sens à cette histoire ? Finalement, je suis parvenu à une conclusion sombre mais claire. La vérité change des vies, mais la guérison exige plus que des faits. Elle requiert la reconnaissance des émotions, une place pour l'ambiguïté et la volonté d'embrasser les réalités complexes sans les simplifier à l'excès. La question qui persistait, ce n'était pas de savoir s'il fallait dire la vérité. Cela ne faisait aucun doute. Mais comment, en tant que société, nous apprenons à gérer les séquelles humaines laissées par sa révélation ? Après la tempête, le silence n'était plus qu'un bruit nouveau, celui des scénarios futurs qu'il fallait repenser. J'ai constaté que ma réflexion passait de l'analyse à l'anticipation. Que reste-t-il lorsque la confiance est rompue, lorsque les institutions ont dévoilé leurs faiblesses et lorsque les histoires personnelles sont inextricablement liées aux attentes du public? L'avenir ne s'est pas révélé être un espace vide, mais un champ foisonnant de conditions de choix et de limites. J'ai commencé à comprendre que la restauration ne se confond pas avec la réconciliation. La restauration peut se faire sans tout justifier. Elle implique d'apprendre à vivre avec la vérité même lorsqu'elle reste inconfortable. Pour les familles, cela signifie redéfinir les relations. Qui suis-je pour toi et qui es-tu pour moi, indépendamment de ce que disent déjà les dossiers. Pour les institutions, cela signifie reconnaître que la légitimité ne découle pas seulement des règles, mais aussi de la capacité à faire preuve d'humanité au sein de ces règles. Cette tension ne disparaîtra pas. Elle exige une attention constante. Le rôle de la monarchie dans la société moderne est devenu plus évident. La transparence est exigée mais rarement définie.
Quel est le juste équilibre en matière d'ouverture et à quel moment l'ouverture devient-elle une forme de violence? J'ai compris que l'avenir exige des cadres clairs établis en amont et non de l'improvisation a posteriori. Lorsque les règles sont claires, les individus peuvent faire de meilleurs choix. L'incertitude est un catalyseur de malentendus et en fin de compte de crise. Pour chacun d'entre nous, l'avenir implique aussi de définir des limites au débat public. Il n'est pas nécessaire de répéter sans cesse la vérité. La protection de l'enfance, la santé mentale et le respect de la vie privée ne sont pas des considérations secondaires, mais des conditions essentielles à la guérison. Je me suis demandé si en tant que public nous sommes prêts à respecter ces limites, même lorsque le sensationnalisme nous attire. Pouvons-nous apprendre à écouter sans juger et à parler sans blesser? J'ai également perçu des opportunités de réforme, non pas en rejetant la tradition, mais en la modernisant. La législation peut créer un espace pour les structures familiales modernes sans en altérer l'essence. Cela exige du courage car cela touche à l'identité et à l'histoire. Mais l'immobilisme est aussi un choix susceptible d'engendrer de nouvelles ruptures. L'avenir nous dira si cette crise catalysera un renouveau réfléchi ou si elle restera un simple fait divers. Personnellement, une idée me revenait sans cesse, le sens secret dans la façon dont nous gérons ce que nous n'avons pas choisi. Personne ne choisit les circonstances de sa naissance ni les systèmes dans lesquels il évolue. Ce que nous choisissons, c'est notre réaction avec fermeté ou avec bienveillance, avec simplification ou avec nuance. L'avenir se construit sur ses choix quotidiens et non sur une révélation soudaine. J'ai compris que l'histoire ne s'arrête pas à la clarification juridique. Elle se termine, ou commence, par la responsabilité. La responsabilité d'accepter la vérité sans en abuser, de faire preuve de compassion sans nier les faits, et de regarder vers l'avenir sans oublier. La question que je me suis posée et que je souhaite poser aux autres est simple mais exigeante. Comment reconstruire la confiance après une rupture quand revenir au passé n'est plus possible? La gratitude a joué un rôle inattendu. Gratitude envers ceux qui sont restés, envers les professionnels qui ont prodigué des soins et pour ces moments de silence propices à la réflexion. J'invite chacun à partager ses réflexions, à poser des questions et à mener cette conversation avec bienveillance. Non pas pour avoir raison mais pour comprendre. Car la compréhension, aussi imparfaite soit-elle, est le meilleur fondement d'un avenir qui rende justice à la fois à l'individu